Pour protéger une population, faut-il toujours répondre par les armes? C'est la question centrale de cette crise à l'est de la RDC. Entre réfugiés, armées affaiblies, pression internationale et ennemis installés depuis des décennies, la situation est bien plus complexe qu'un simple appel à la guerre. Dans cette vidéo, nous analysons pourquoi la stratégie de Tshisekedi dérange, pourquoi la classe politique congolaise est divisée, et pourquoi ce conflit dépasse largement une seule personne. Like et abonne-toi si tu veux des analyses claires, sans langue de bois. J'ai une question pour vous, je me mets à la place de celui qui est au virage, qui nous regarde, et qui dit, j'essaie de ce répit tactique et tout, mais quand on est chef de l'État, chef suprême des armées, et qu'on a vocation à protéger sa population, et qu'on voit des milliers de réfugiés qui partent, on se dit, enfin, en qui on peut finalement se fier lorsqu'on se fait attaquer par l'ennemi? Il y a aussi ce besoin de protection. Est-ce qu'à chaque fois, comme disait le doyen à juste titre, on ira de repli en repli? Alors, la réponse, elle est toute simple. Vous avez dit, quand on est chef d'État, on a vocation à protéger. Quand on a vocation à protéger, ça ne veut pas dire répondre la force par la force. La stratégie fait partie aussi de la protection. Et ce qu'il a fait, il a protégé, il a épargné des milliers de vies. C'est une stratégie. Ils n'ont pas la même manière de réfléchir que vous. Oui, mais justement, si le président Tshisekedi s'était montré belliqueux parce qu'on a envahi Uvira, il faut riposter. Je ne pense pas qu'il aurait été là dans une stratégie de protéger la population. Oui, mais c'est la légitime défense. Mais sauf que qui en pâtit dans cette histoire? C'est la population. Mais pourquoi vous ne voulez pas dire que la RDC n'a pas les armes? Non, mais l'armée est faible, on le sait. L'argument des opposants, et même un de mes confrères qui s'est fait sonner récemment parce qu'il avait accusé frontalement le chef d'État, c'est qu'effectivement, il y a une forme d'impuissance. Et lorsque le président en parle, alors il a déjà constaté. C'est parce que la musique commence à monter un peu petit à petit. Mais il y a l'autre point aussi, c'est peut-être de savoir, à travers cette attaque d'Uvira, à cette prise d'Uvira, de tester un peu les limites du président. Enfin, au niveau... Moi, je pense par rapport au Uvira, il fallait voir d'abord le contexte. On venait juste de signer un accord. C'est ça que je parle de tester les limites du président, enfin, puis exister. Mais après, l'armée, oui, on ne peut pas l'ignorer, l'armée est faible. L'armée de la RDC est faible. En dehors de cela, il y a un autre argument. Vous savez, ça fait 30 ans qu'on fait la guerre à l'Est. Et à chaque fois, il y a eu toujours des prétextes, Kundagwa, Touareg. Félix Tshisekedi, en se disant, moi, mon ennemi, c'est Kagame, il sait que là, c'est la racine qu'il faut déraciner. Mais on ne déracine pas quelqu'un qui a été installé là, en 93, au regard, à l'époque, des objectifs géopolitiques et géostratégiques des USA, par hasard. Ça prend du temps. Et pour prendre du temps, il faut prendre du temps. Et je tiens à dire, sous Joseph Kabila et Kabila père, les deux pays envahisseurs, le Rwanda et l'Ouganda, sont arrivés jusqu'à Kisangani. Ils se sont frappés à Kisangani. Ça, personne n'en parle. Mais Tshisekedi, malgré le fait qu'ils ont créé toutes les conditions, ils sont là tout au long du territoire. Ce qui peut être perçu comme faiblesse, mais pour un pays de plus de je ne sais pas combien de millions de kilomètres carrés, ce n'est pas une faiblesse. Il a réussi à contenir ces gens-là en mettant en place une stratégie au regard. Jusqu'à quand? Attendez, 30 ans de guerre, il a dit je vais déraciner, comme il avait dit je vais déraciner Kabila, tout le monde le prenait pour un faible, aujourd'hui Kabila est en train de errer. Avec la trahison derrière quand même, hein? Trahison de qui? Trahison de qui? Bah, tout le monde dit en effet que le président... c'est de la politique. Le président Tshisekedi, c'est quelqu'un en qui on ne peut pas faire confiance. Alors, si je ramène l'affaire, alors certains disent que non, il y aurait eu un partage de rôle entre Kaméré et lui pour la présidence. Et il se trouverait que comme un boulanger, en fait, Kaméré s'est retrouvé là où il s'est retrouvé, en prison. Et puis bon, pour s'en amender, on l'a mis ministre des Finances et de l'Assemblée, etc. Donc, le problème, quel est le problème fondamental? C'est très bien qu'il y ait la défense du président Tshisekedi, j'ai rien contre. Non, on ne défend pas, on est en train d'analyser. On analyse. Non, on ne défend personne. On est en train d'analyser. Pourquoi il y a un problème? Parce qu'une grande partie de la classe politique n'a pas confiance dans ce que dit le président. Mais parce que là, juste sur ça. Et là, je vais être sévère. Parce que une bonne partie de la classe politique, de la RDC, passe-moi le terme, ce sont les incultes politiques. Ce qui est en train d'arriver, je vais faire le parallèle. Ce qui est en train d'arriver à Félix Tshisekedi, ça va peut-être blesser pas mal de gens. C'est ce qui est arrivé à Pascal Lissouba. Pascal Lissouba, lorsqu'il arrive par les urnes, qu'est-ce qu'il dit? Il se rend compte que Denis Sassou Nguesso, c'est l'homme des Français.
Et il estime que mon pays a du mal à décoller parce que le pétrole ne nous appartient pas. Le pétrole appartient à Total qui gère comme il veut autre. Et il impose le contrat de partage de production. Personne n'avait compris ça. Les Congolais ont sacrifié Pascal Lissouba. Comme ils ont sacrifié Mariam Gwabi, qui a été abattu parce qu'il voulait changer les contrats pétroliers. Tshisekedi arrive, il dit, notre pays est quasiment balkanisé et pillé avec la complicité de l'élite politique de la RDC pendant 18 ans, depuis l'AFDL. Il dit, moi, je veux prendre le risque de combattre ce système-là. Mais il y a des étourdis, passez-moi le terme, de la classe politique qui pensent que c'est un problème de Tshisekedi. Non, ce n'est pas un problème de Tshisekedi. On va aujourd'hui remplacer Tshisekedi par une autre personne, il aura le même problème parce que l'objectif, je termine là-dessus, de Kagame et son monde, c'est de ne jamais lâcher l'Est de la RDC. Parce que c'est un problème existentiel. Ils vivent de ça. Ben oui. Avec des dimensions anthropologiques, historiques et autres. Il faut juste voir comment Et d'ailleurs, il y a même des indiscrétions qui sont sorties là, sur l'affaire Nanga. Nanga, c'est un problème de carré minier. Oui, il avait dit lui-même. Il a dit lui-même, c'est un problème de carré minier. Mais Tshisekedi a dit non, c'est fini cette histoire de carré minier là qu'on donne jusqu'en Afrique du Sud, jusqu'au Congo, jusque partout. Et Joseph Kabila a mouillé toute la sous-région, toute l'Afrique. Raison pour laquelle il fallait laisser Kagame faire ce qu'il veut. Tshisekedi a dit, s'il faut mourir, je vais mourir. Et le risque, c'est ça. Demain, ils vont regretter Tshisekedi. Je ne suis pas en train de défendre Tshisekedi. Je suis en train de faire une analyse par rapport à ce qui s'est passé chez moi. Aujourd'hui, les Congolais sont en train de regretter, beaucoup sont en train de regretter Pascal Lissouba, parce qu'il a eu à aller à l'encontre de cette prédation du pétrole congolais avec la complicité des Je ne sais pas si on peut superposer. J'ai fait exprès de vous laisser poursuivre Lucien parce que je m'attendais à ce que vous alliez un peu plus loin sur le compromis à l'africaine. C'était ce que je voulais entendre de votre part. Parce que vous avez parlé de trahison. En fait, pourquoi je le fais à dessein parce que je pense que notre dernière émission s'était arrêtée sur le cas Chadari. J'ai même poursuivi un édito derrière qui m'a valu, en tout cas, c'est un mot gentil des kabylistes. Mais je pense collectivement, ce sera de le dire, il faudra une remise en cause de toute la classe politique dans son ensemble parce qu'aujourd'hui, c'était pour des clarifications vachement intéressantes et importantes pour tout le monde. Sur ce plateau, enfin, nous, on ne confond pas les choses. On est dans une posture très claire. On ne confond pas l'agresseur et l'agressé. Cela ne fait pas de nous des membres de l'UDPS. Donc bon, j'entends bien la question des trahisons et vous savez très bien, Dieu sait très bien les 2 émissions que nous avons fait, même 4 émissions, 2 sur Constant Moutamba, 2 sur Vital Kamere, on a été très tranchants avec la majorité présidentielle. On n'a pas ménagé nos mots sur ce plateau. Donc bon, moi j'entends les kabylistes et tout, et d'autres opposants qui viennent nous accuser d'être membres du parti présidentiel. Mais enfin, défendre la RDC, est-ce que c'est être membre du parti présidentiel? Non. J'aimerais que chacun désormais se positionne dans quel camp se trouvent les acteurs politiques congolaises et congolais. C'est très important. Après, le débat politique interne, il viendra. Je pense que je le dis à justice sur ce plateau, chacun a eu des positions assez fortes. J'invite à aller regarder les émissions sur Constant Moutamba et sur Vital Kamere. Comment vous avez été très dur contre un combat existentiel. C'est leur pays que nous défendons sur ce plateau. Ce n'est pas un cas. Bien sûr. Enfin, je pense parce que ça commence à bien faire ces accusations. Voilà. Non, mais je pense que ce que vous venez de dire, c'est très important. Il faut que nous insistions. Nous sommes là pour porter la lumière sur le jeu des acteurs qui se fait autour de la République démocratique du Congo. Nous ne prenons position ni pour Kabila, ni pour Tshisekedi, ni pour qui que ce soit. Nous éclairons la lanterne. Mais nous sommes aussi des acteurs politiques. Et nous donnons aussi notre position. Par exemple, moi, je l'ai toujours écrit dans mes livres, en disant que la classe politique actuelle, c'est pas moi qui l'ai dit, le cardinal Mosengo l'a dit dans une homélie, qu'elle est médiocre, dégage. Il a compris que la classe politique congolaise aujourd'hui est remplie de médiocres. Médiocre, c'est en fait le système de prédation. Nous sommes dans un système politique de prédation. Tant que nous n'aurons pas remplacé le système politique de prédation actuel, nous n'aurons seulement des délinquants politiques, des prostituées politiques et des non-visionnaires. Et comme moi je le dis toujours... Non-visionnaires, non-visionnaires. Et comme moi je le dis toujours, un homme politique sans vision, ou qui ne travaille pas sous une vision, il est plus dangereux que le Koulouna, que le Mombondo, que le M23. Parce que lui, cet homme politique sans vision, qui ne travaille pas sur une bonne vision, il peut amener tout un peuple à la boucherie. Il peut amener tout un pays à la mort. C'est pour dire qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, la classe politique, je ne dis pas tous ils sont médiocres. Globalement, nous avons affaire à une classe politique médiocre. D'où moi, mon combat, il faut qu'il y ait l'émergence d'une nouvelle classe politique, des visionnaires et des missionnaires politiques. Bien. La vraie question n'est peut-être pas
Tshisekedi est-il faible? Mais plutôt, sommes-nous prêts à affronter la vérité sur ce système de prédation qui détruit la RDC depuis des décennies? Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Partage cette vidéo autour de toi, car le débat doit sortir des cercles fermés.